est-ce que vous pouvez parler un petit peu pour que je règle le son? Voilà, alors je parle, attendez, je m'installe parce que je... Attends, Non, tout va bien. Bon, je parle avec un micro c'est le 1. dans le dos et j'espère que vous m'entendez. J'ai jamais pensé que quelque chose comme carrière s'appliquerait à moi parce que j'étais d'abord une adolescente un peu pas dépressive mais renfermée, donc je voulais pas tellement l'idée de réussir sa vie, de faire une carrière, ça me choquait vraiment. Et donc je crois que je me suis présentée au concours d'entrée à l'IDEC presque dans la certitude que j'allais rater, mais qu'au moins ça, si je passais ce concours, ça durait une semaine, j'allais rencontrer des gens qui faisaient du cinéma, parce que c'était des techniciens de cinéma qui faisaient passer le concours. Mais néanmoins, je pensais que j'allais pas du tout rentrer dans l'école, parce que je pensais que j'étais tellement peu cinéphile, au fond, tellement peu construite. Il y avait des gars qui étaient tellement cinéphiles, et moi je me sentais larguée, parce que j'adorais le cinéma, mais j'avais pas une culture de cinéma, quoi. D'abord j'arrivais d'Afrique, tout ça, donc j'ai découvert tard la cinémathèque, j'avais pas cette culture-là. Et puis, je vais pas voir les résultats, et un gars m'appelle et me dit, bah alors, t'es reçu, quoi, si tu viens pas, ta place, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait que 20 élèves qui étaient pris. Donc je me suis pointée à l'école avec 15 jours de retard, et là c'était comme un miracle pour moi, parce que j'étais embringuée dans quelque chose. Et puis c'était après 68, donc il y avait un climat, c'est fini l'école où on nous apprend quelque chose, on va participer plutôt, quoi. Il y avait plus ce côté école de cinéma, technique, machin, mais c'était on va faire des films, voilà. Et donc Louis Daquin, qui était directeur de l'école, m'a trouvé des stages, voilà. Combien? 34,10. Tu l'écris. 3 croissants, un téléphone et un café, 34,10. Un croissant? Non, 3 croissants, un téléphone et un café, 34,10. Donnez-moi votre billet. Merci. C'est pas vrai, ça. Chaque fois, c'est toujours pareil. Déjà, à Saint-Germain, c'était pareil. Bye bye. Bye bye. Donc j'étais stagiaire et les gens avec qui je travaillais étaient effarés de mon absence de projection dans le futur. Ils pensaient que j'avais un plan dans ma tête, quoi, que je voulais faire des films et tout. Et mon espèce de côté sans plan les a intrigués, je crois. Des gens comme Jacques Rivette n'arrêtaient pas de me parler de mon premier film, quand est-ce que j'allais faire mon premier film. Et j'avais l'impression que ça s'enchaînait pas. Être assistant n'apprenait pas à devenir metteur en scène. Avoir fait une école n'apprenait pas à devenir metteur en scène non plus. J'avais l'impression que c'était un truc beaucoup plus personnel peut-être qui devait se passer. Et en même temps, j'étais pas du tout une assistante de carrière. J'étais pas du tout carriériste. Je voulais pas gravir des échelons, devenir ceci, cela. Donc j'étais dans une sorte de no man's land qui a fait qu'un jour, pendant que je faisais les repérages de Paris-Texas avec Wim Wenders,
On était tous les deux dans ce véhicule et on écoutait de la musique et j'ai l'impression qu'on parlait des scènes et que ça lui suffisait. J'avais pas l'impression qu'il était terriblement angoissé par mon plan de travail, par mon autorité sur une équipe. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, j'avais, peut-être depuis longtemps, mais un film. Quelque chose qui s'était à noyau, quoi, comme un noyau de film, et que j'avais beau ne pas y penser, c'était là. Et que pendant tous les repérages de Paris, Texas, je savais que il allait falloir que je le fasse. Tu me dégoûtes. Sale nègre. Wim avait une façon de dire que, un peu comme toute cette vague de cinéastes allemands, que fallait pas attendre des propositions de producteurs, il fallait déjà être son propre moteur. Et quand on tournait Paris, Texas, on a eu plein de problèmes. On avait des producteurs, mais on a eu plein de problèmes d'argent. Et je voyais bien que Wim se disait, il n'y a que moi qui peux les résoudre, quoi. C'est à moi de les résoudre. Si quelqu'un les résout à ma place, ça va pas me convenir. Donc on coupait des scènes, ou on transformait des scènes. Et peut-être ça m'a appris plus. Un premier film en Afrique, c'était un peu dingue, quoi. Parce qu'il fallait transporter du matériel, voyager. Je me disais, c'est moi qui dois résoudre les problèmes de décor, de déplacement, trouver l'argent et tout. Donc je suis partie au Cameroun, j'ai fait les repérages, j'ai rencontré à peu près tous les ministères possibles et imaginables au Cameroun. J'ai commencé seule, voilà. Et puis après, je me suis entourée d'un ami qui est devenu mon co-scénariste. J'ai parlé à Agnès, et puis un directeur de production que je connaissais a fait un devis, puis il est devenu le producteur du film. C'était pas du tout logique, ce côté un peu je m'en foutiste que j'avais, tout d'un coup devenait hyper précis, et je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans un moi qui n'avait pas de doute que j'allais faire ce film. J'avais peur de ne pas trouver l'argent, mais j'avais pas peur de faire le film. Quand j'ai fait Trouble Every Day, c'était Good Machine qui m'avait dit t'as qu'à faire un film gore. Et j'ai dit d'accord, ok, mais si je fais un film gore, attention, ça va pas être, ça va être, je sais pas comment ça va être, quoi. Je réponds de rien. D'habitude, les films gore d'aujourd'hui, ils sont faits aussi pour faire rire les adolescents. Moi, je me suis dit ça va pas rigoler du tout, quoi. Faire un film gore, pour moi, c'est une aventure épaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le personnage de Béatrice, j'étais avec elle, quoi. Et Vincent, pareil. Donc j'étais dans leur peau. Donc au fond, on était dedans. Et si vous voulez, on n'en a jamais ri. Voilà. Ce que j'aime pas dans les films gore, c'est qu'au final, c'est pour rigoler un peu. Ça, moi, je trouve ça atroce. Un film gore qui fait rire. Parce qu'on tue la babysitter. Non, moi, je peux pas. Hein. Je peux pas du tout. Si on tue la babysitter,
Moi, je suis très très mal. Je peux monter? Non, Y a pas de place? c'est plein. Hey, tu peux monter là? Non, je reste là, ça va. Merci. Je peux instantanément me replacer dans White Material. Je m'y retrouve, Isabelle, sur la moto. Je ressens la scène, je sens les odeurs de la terre, les cerises de café, l'apparition des petits-enfants soldats. Tout ça, c'est comme... Je peux les revivre. Isabelle, je ne sais pas pourquoi, c'est une comédienne magique parce que du jour où on travaille, où on commence à travailler avec Isabelle, elle se métamorphose, elle se fond. Et non seulement on la connaît totalement, mais elle devient la personne la plus familière. J'avais l'impression que j'avais fait 30 films avec Isabelle. Je n'ai jamais ressenti une telle connivence. C'est quelque chose de foudroyant, hein, de travailler avec Isabelle. J'avais l'impression que comme dans un film de science-fiction, elle était rentrée en moi. Je ne sais pas qu'elle allait ressortir. Et du reste, je le ressens toujours. Hein. Quand je parle à Isabelle, j'ai envie de dire tu es à moi, tu n'es qu'à moi. Et je crois que tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec Isabelle ont envie de dire ça. Je pense. Alors que quand j'ai fait Les Salauds, là j'ai eu une impression de sauter dans un monde inconnu. Parce que je n'avais pas travaillé avec Vincent depuis 10 ans. C'est un homme, déjà c'est pas une femme, donc ça pouvait pas être mon Isabelle. J'ai jamais considéré que Vincent était mon Vincent. Et Chiara, que je connais depuis très longtemps, m'intimide énormément. Je n'arrive pas à... On peut se confier des tas de trucs, être dans un rapport de très grande amitié et de grande confiance, mais elle m'intimide. Elle n'est pas ma chose. Donc j'ai eu peur, oui. Merci. C'est bizarre ce mec qui loue un gros appartement vide. Tu trouves ça normal, toi? J'en sais rien. Je travaillais sur un projet auquel je tenais beaucoup avec Wild Bunch. Et j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont empêché de mener à bien ce projet. Et Wild Bunch a dit, t'as qu'à faire quelque chose qui se passe à Paris. Et à ce moment-là, Vincent et Chiara sont venus me voir. Et ils ont dit, avec nous. Et tout d'un coup, à Paris avec nous, c'était pas un début de film. Pour moi, je voyais rien, quoi. Et en fait, Maraval m'a dit, profites-en peut-être pour faire autre chose que du Clair Denis. Il dit, ouais, les rails de chemin de fer, tout ça, t'es pas obligé. Les métros, tout ça, ouais, non, tu sais. J'ai eu l'impression qu'il me disait ça presque pour me dire, allez, fais-nous autre chose. Profite que t'es pas bien pour faire autre chose. Et je n'avais pas de... Je me suis dit tout de suite, je vais pas raconter une histoire d'amour entre Chiara et Vincent. Toujours est-il que je regardais des DVD dans mon lit et je vois le coffret des 3 Kurosawa, des 3 films noirs de Kurosawa des années 50. Je me suis dit, c'est drôle, il y a quelque chose chez
Vincent, qui est comme Toshiro Mifune, c'est-à-dire il a ce truc. Kurosawa s'appuie sur lui comme un héros de cinéma d'emblée. Il est solide, ou il est puissant, ou il est riche, mais de toute manière, c'est pas, il n'est pas la victime quand on le voit dans les films. Et pourtant, ces films noirs font que ce gars si fort, si solide, si impassible parfois, eh ben, l'histoire se retourne contre lui. Et j'ai dit, ah mais ça c'est génial. Tu dors pas? Je suis revenu pour ma nièce. Moi, j'ai choisi notre vie. La deuxième chose que m'a dit Maraval, c'est... On était fin mars, il m'a dit... Bon, puis alors, on tourne cet été, hein, même... je dis, bah, le financement. Il dit, non, non, on tourne cet été, on fera un petit budget. Donc, je dis, mais attends, moi, je peux pas tourner, on est en mars, tu vois, comment je vais faire? Et donc, j'ai dit à Jean-Paul, on va faire autrement. Parce que moi, j'ai une espèce de façon de tourner en rond quand je travaille avec Jean-Paul. Je vais, je viens, je reviens, je repars, je reviens. Je ressasse. Mais dans la vie, je suis comme ça aussi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah non, il faut qu'on fasse autrement. Donc j'ai dit à Jean-Paul, chaque jour, on doit écrire un bloc. Et on ne revient pas dessus, quoi. Et le lendemain, on écrit le bloc d'après. Et ça doit faire un mur, parce que si on commence à tourner en rond, moi, je sais que je ne pourrais pas tourner l'été. Pour dire la vérité, je suis toujours vachement emprisonnée par les scénarios. C'est-à-dire que, mine de rien, souvent on me dit « Oh ben oui, mais alors vous, les scénarios... » Je dis « Non, mais l'intrus, j'étais obsédée, je suivais à la lettre. Là, attention, c'est la dernière scène en Suisse, avant la Corée, avant le massage. » Non, le scénario, c'est ma maison pendant le tournage. Je n'ai rien d'autre en tête que ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? On aura besoin. Une scène, tant que je la vois pas, je peux pas la garder. Il faut que je l'envisage, que je la vois. Voilà, si je sais qu'il y a de la pluie, que l'appartement est petit ou très grand, que c'est à l'épaule ou au contraire une caméra fixe, il faut que je vois ça, pas parce que je suis une médium, mais parce que sinon, j'ai l'impression que ça n'existera pas. C'est-à-dire que je ne saurais pas traduire quelque chose si au moment où je travaille avec Jean-Paul, déjà, je ne sais pas le traduire. Il faut que ce soit visible. Sinon, ça ne va pas marcher. Et je crois que chaque fois, je me suis forcée à garder une scène par raison, en sachant que peut-être je ne la voyais pas, bien qu'elle était... elle me restait en travers du gosier. Soit je la tourne, mais alors au montage, je m'empresse de la couper tout de suite. Soit je fais un deal avec le producteur, quoi. Je lui offre la scène en échange d'un autre truc dont j'ai besoin. On vit dans un entrelac de sensations, d'imagination. Moi, j'ai toujours l'impression que je ressens des choses
ordinaires. Et que c'est la façon de les raconter, la moindre des choses, c'est que ça ressemble un peu comme à comment je les pense. Dans la vie, j'aime les ellipses, j'adore les ellipses, c'est comme avoir le vertige, les ellipses. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide. Ce vide-là, je trouve qu'il fait que moi je suis plus avec les personnages. J'ai l'impression que dans la vie, on ne voit pas toutes les étapes. On ne vit pas dans un scénario. Tout d'un coup, le téléphone sonne et une sale nouvelle arrive. Ou on frappe à la porte et une personne qu'on n'espérait plus est là. C'est-à-dire dans la vie, il n'y a pas les intermédiaires. Je ne sais pas pourquoi en France, ce qui est narratif doit être si explicatif. Il y a des films, je dis ouais d'accord, l'histoire c'est bien, tout c'est bien, mais il n'y a pas de tempo, quoi. Parce que tout est là, c'est lisse. Alors que tout à chacun, on comprend tellement de trucs sans se l'expliquer. Je peux dire aujourd'hui, même quand vous me racontez, vous me parlez de moi, vous me parlez de chocolat, je n'ai aucune vision de moi dans une progression, dans une lignée, dans une évolution. C'est comme une façon de se dire, celui-là il est fait maintenant, il faut vite en faire un autre parce il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce film, il faut en faire un autre différemment. Vous voyez là, j'ai un film qui va sortir dans quelques jours et il est mort en moi déjà, quoi. C'est pas triste, hein. Bah oui, Je vous vois triste. Ah non, pas du tout.